Madame, Messieurs, bonjour et merci de faire confiance à Naya TV. Le président de la République, Paul Biya, vient d'être réélu et a prêté serment pour un 8e mandat consécutif à la tête du Cameroun. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer un vol d'élection. D'autres célèbrent l'an 43 de leur président arrivé au pouvoir depuis le 6 novembre 1982. Dans la ruée de contestation et bien sûr de célébration, nous nous interrogeons quant à l'avenir du Cameroun avec un 8e mandat, comme je le disais, plutôt contesté par minimum 47% de la population si l'on s'en tient à l'échantillon des électeurs. Notre invité est le secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Grégoire Wona, bonjour. Bonjour, M. Kamga. Merci de nous recevoir dans votre cabinet. Vous êtes le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Vous êtes surtout sur notre plateau en tant que secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Paul Biya a donc prêté serment le 6 novembre 2025, une 8e célébration, 43 ans. Est-ce vraiment démocratique? Je ne sais pas ce que vous mettez dans le mot démocratique, mais le RDPC qui a porté la candidature de Paul Biya peut se réjouir du succès que cette candidature a connu, parce que la majorité des électeurs se sont prononcés pour le candidat Paul Biya, et conformément à notre législation, à notre corpus juridique, c'est lui qui a gagné les élections. Et si vous voulez que je me permette de vous rappeler que dans notre législation, c'est celui qui vient en tête qui est gagnant de ces élections. Alors, votre question a l'air de remettre en question le caractère démocratique. Lorsqu'on a gagné avec 53%, presque 54% des suffrages, je pense que c'est largement majoritaire. Je vous signale que même dans les systèmes où les élections se font à 2 tours, on gagne quelquefois avec 50,000. Et c'est bien démocratique. Et l'une des choses dont la démocratie doit absolument s'accommoder, c'est d'abord le respect des règles, c'est-à-dire le respect de la loi. Alors, si 47% des électeurs n'ont pas choisi Paul Biya, ce qui est aussi à leur actif, nous respectons, mais aujourd'hui, Paul Biya est le président de tous les Camerounais. Alors, ce n'est pas parce que 47%, comme vous semblez dire, sont mécontents, non. Les 47% n'ont pas voté Paul Biya, ils ont voté d'autres candidats. Là-dedans, il y avait 11 candidats qui se répartissent les 47%. Donc, je pense qu'il y en a qui ont tout simplement reconnu que les élections se sont bien passées. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont mécontents. C'est aussi cette pluralité d'opinions qui forge la démocratie. Depuis l'annonce de la victoire de Paul Biya, plusieurs villes sont en feu, disons-le ainsi. Il y a plusieurs dizaines de morts. Jusqu'ici, nous ne sommes pas dans la capacité de dire combien de Camerounais ont perdu la vie. Il y a ces villes mortes décrétées qui sont en partie ou qui ont été en partie respectées. N'est-ce pas quelque part là, monsieur Ouna, la preuve que le président Paul Biya a perdu l'élection? Non, ce n'est pas du tout une preuve. Et les mots ont leur signification. Lorsque vous dites que les villes mortes ont été décrétées,
Je dis, les mots doivent avoir leur signification et nous devons leur donner cette signification. Pour dire? Pour dire qu'il n'y a pas eu un décret ni une décision par une assemblée quelconque ou un groupe quelconque, mais M. Issa Chiruma a invité les gens à l'insurrection. M. Chiruma a invité des jeunes à descendre dans la rue et dans le cadre du maintien de l'ordre, nos forces de maintien de l'ordre ont fait leur travail. Vous avez vu les dégâts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des dégâts qui ont été faits. On nous signale que près de 40% de ces jeunes qui ont été arrêtés ont entre 13 et 16 ans. Ça veut dire qu'ils sont mineurs. Ce n'est même pas des gens qui ont participé à l'élection. Ce n'est même pas des gens qui sont inscrits sur les listes électorales. C'est même des gens qui parfois n'ont pas encore une carte d'identité et qui ont écouté le mot d'ordre. Probablement qu'ils sont dans les mécontents parce que si 47% des électeurs n'ont pas voté pour Paul Biya, ça veut dire qu'il y a une masse importante de personnes qui peuvent être mécontents, mais ils n'ont pas le droit de se faire justice et ce n'est pas du tout une preuve, parce que vous utilisez ces mots, c'est la preuve que, non. Les élections ont été faites sur la base d'un corpus législatif, les décomptes ont été faits. Lorsque M. Issa se déclare vainqueur au lendemain du scrutin, on lui demande où sont ses PV et on se rend bien compte qu'il n'a même pas de PV et qu'il est en train de chercher à obtenir les PV auprès des autres partis qui étaient représentés. Nous aurons l'occasion de revenir vote. sur les PV. Je ne veux pas que vous me fassiez accepter que c'est parce qu'il y a eu ce désordre dans la rue, c'est une preuve. Non. Il y a quand même ce climat hostile. Non, il y a un climat hostile. Rona, il y a des gens qui ont poussé leur mécontentement très loin et très vite, sans chercher à savoir le pourquoi de ceci ou de cela. Vous, comment vous expliquez donc cette atmosphère aussi hostile avec les forces de maintien de l'ordre déployées dans toutes les grandes villes? On dirait... Mais je l'explique par la manipulation. Je l'explique par la manipulation que M. Issa a essayé d'orchestrer. C'est un peu normal que les gens puissent réagir parce que à certains endroits, vous savez, le Cameroun, pour être simple, nous avons 10 régions. M. Issa a gagné dans certaines régions, mais il n'a pas gagné dans toutes les régions. Pour être en tête, pour être premier, il faut quand même rassembler les voix à travers le pays. Donc, je ne peux pas accepter que l'explication aussi triviale que vous voulez donner, parce qu'il y a des mécontents. Et vous savez que la voix des mécontents est souvent plus entendue. Pas plus écoutée, mais elle est souvent plus entendue par tout le monde, parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Alors, vous avez beaucoup entendu ces mécontents qui sont descendus dans la rue et qui ont commis beaucoup de dégâts. Et vous concluez que c'est une preuve. Non. Merci pour cette réponse. Nous allons évoluer. Vous êtes présent, comme la plupart des Camerounais, sur les réseaux sociaux. Au soir du 12 octobre dernier, avez-vous observé, comme nous autres, ces images des agents d'Elections Cameroun circulant de part et d'autre, en pleine fabrication des procès-verbaux, en train d'apposer des empreintes sur et d'émager sur des fiches d'électeurs? Est-ce que vous avez observé ça? Mais nous avons surtout découvert que aucun de ces agents qu'on nous a montrés ne travaillait chez Elecam. Ça veut dire qu'on est en plein là dans la manipulation. On fabrique des images
pour dire que voilà des gens de l'ECAM. Comment ont-ils obtenu des chasubles, des l'ECAM, des badges? C'est pas le plus difficile, ça. De la même façon qu'ils ont fabriqué des faux PV, de la même façon qu'ils ont fabriqué des faux résultats, ils ont pu obtenir les chasubles. Ça, c'est des images qui ont été vraiment fabriquées. On a découvert que ces gens ne travaillent même pas chez l'ECAM. C'est de la manipulation qui s'est produite. Voilà l'explication. Nous avons des preuves que certains sont bien agents de l'ECAM. Mais alors, si vous avez des preuves, tout cela fait partie des choses qui peuvent être exposées au Conseil constitutionnel. Où un contentieux était organisé. Pourquoi n'avoir pas emmené ces preuves là-bas? Il faut bien poser cette question. Pourquoi n'a-t-on pas emmené ces preuves? Nous, autres journalistes qui avons les preuves, n'avons pas qualité pour saisir le Conseil. Mais vous êtes en contact avec des gens qui ont qualité et qui ont même intérêt pour leur donner ces preuves. Et ils les exploitent. Monsieur Rona, nous avons vu une très grosse mobilisation de l'élite du RDPC, de vos sympathisants. On a vu ces hommes d'affaires, ces millionnaires, milliardaires se déployer sur le terrain, parfois avec des montants colossaux pour pouvoir battre campagne. Alors dites-nous, avec toute cette mobilisation, 53% officiellement, est-ce que ce n'est pas peu pour vous, RDPC? Non. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Dans la plupart des régimes pluralistes et démocratiques, les élections se gagnent. Comment? Et vous avez vu, regardez, repartez en arrière un peu, vous verrez les chiffres. Hein. Depuis qu'on est sorti du parti unique, et qu'il y a plusieurs candidats de plus en plus, on ne va plus gagner avec les scores d'autrefois. Donc, nous, on comprend que si nous avons baissé, nous sommes partis en 2018, notre candidat part de 71%, aujourd'hui à près de 54%, il y a eu une baisse, mais vous avez aussi vu le nombre de candidats, la qualité des candidats, et c'est une expression normale, je dis tout à fait normale, de la démocratie. Je crois que nous ne pouvons pas rougir là-dessus, mais cette baisse nous transmet des messages. Il y a eu certainement des frustrations, comme l'a si bien rappelé notre candidat. Il y a eu certainement quelques mécontentements. Nous saurons interpréter tout cela pour envisager les actions qui s'imposent. Donc, le score de presque 54% contre celui de 43 et des poussières, 35%. ou le score de Tirouma de 35%, moi je dis c'est un score très honorable aussi pour M. Issa. C'est un score très honorable, mais c'est un score qui ne lui permet pas de gagner face à notre candidat. Vous avez, lors d'une interview dans une chaîne de télévision, présenté Issa Chiroma comme étant ami avec les Ambazoniens, puisqu'il s'est rendu à Bamenda lors de sa campagne, et vous avez estimé qu'on ne peut pas faire confiance à un tel homme qui noue de l'amitié avec les Ambazoniens, avec les terroristes, pour utiliser votre expression, Monsieur Owona. Question, est-ce que ceux qui sont aujourd'hui déclarés sécessionnistes ne sont plus camerounais? Est-ce qu'ils n'ont plus le droit de s'exprimer? D'abord, tout le monde a le droit de s'exprimer. Ensuite, s'ils n'ont pas changé leur nationalité, ils restent camerounais. Et enfin, donc on peut nouer de l'amitié avec eux. Enfin, ce n'est pas moi qui ai présenté Issa comme l'ami des terroristes.
c'est Issa Chiroma qui a déclaré que Chris Anou est mon meilleur ami. Pas un ami, mon meilleur ami. J'insiste là-dessus. Alors, si c'est son meilleur ami et qu'il sait tout ce que ce Christ Anou fait, on choisit ses amis, hein. On ne choisit pas ses frères, on ne choisit pas ses cousins, mais on choisit ses amis. Alors, s'il a choisi comme ami des terroristes, je souhaite que chaque Camerounais tire ses conclusions. Moi, j'ai estimé que un ami des terroristes, des gens qui prennent les armes contre les Camerounais, qui veulent tuer le Cameroun, je ne peux pas être ami avec eux. Et je le maintiens. Chris Anou qui a donné un mot d'ordre. Mais aujourd'hui, si Chris Anou décide de laisser tomber les armes et le président de la République a continué à leur tendre la main, il reviendra dans la maison, il s'est peut-être trompé, et je dis, il s'est véritablement trompé en prenant les armes. Chris Anou qui a donc lancé un appel à la mobilisation de l'électorat dans le Nord-Ouest pour participer à cette élection présidentielle, lequel mot d'ordre visiblement semble avoir été entendu puisque les populations du Nord-Ouest, celles du Sud-Ouest se sont déployés dans les unes. Et dans la région du Nord-Ouest particulièrement, Paul Biya est arrivé en tête avec 86,31%, au Sud-Ouest 68,79%. Est-ce que vous pensez qu'une partie de ceux que vous taxez de terroristes et qui se sont révoltés contre votre façon de gouverner peuvent autant plébisciter votre candidat? Si Chris Anou les a invités à gagner la légalité en venant voter, je n'ai pas suivi son appel, mais je dis bien si je pourrais être amené à penser qu'il est en train de retrouver le bon chemin, mais ces pourcentages que vous donnez sont les pourcentages par rapport à ceux qui ont voté. Bien évidemment. Donc, je pense que les électeurs du Sud-Ouest, du Nord-Ouest, ont tout simplement exprimé leur choix. Et nous devons respecter ces choix. Est-ce qu'il n'y a ne peut pas les attribuer. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'amalgame à ce niveau? Non, il n'y a pas Deux régions sinistrées depuis 9 ans, le résultat, avec de milliers de morts, le résultat des urnes n'est pas un résultat mathématique, ce n'est pas un résultat logique, c'est un résultat des urnes. En quoi est-ce qu'il n'est pas logique? Mais vous ne pouvez pas... Et là, je peux vous dire qu'à travers le monde, les sondages se sont souvent trompés. Les sondages qui font appel à une certaine logique se sont souvent trompés. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un résultat logique nécessairement, ce n'est pas un résultat mathématique nécessairement. Quelqu'un vous dit je soutiens tel, mais il peut aller voter tel autre. On a au moins 20% du produit intérieur brut du Cameroun qui est absorbé depuis 9 ans, monsieur le ministre. Et lorsque nous venons vers vous, c'est véritablement pour comprendre, puisque vous avez un niveau d'information suffisamment élevé pour édifier les Camerounais, comment les populations de deux régions peuvent exprimer leur ras-le-bol. D'autres sont en prison, d'autres ont déjà été condamnés. Vous taxez les autres de terroristes, même si vous les rappelez au même titre que le président de la République a retrouvé la voie de la paix. Logiquement, comment comprendre que cela vous plébiscite autant? Mais je vous dis qu'il n'y a pas de logiquement là-dedans. Il n'y a pas de logiquement là-dedans. Ce que le président Paul Biya leur propose aujourd'hui, c'est la bonne voie. Alors, s'ils veulent soutenir cette bonne voie, il faut qu'ils le plébiscitent. Ils ont choisi le programme que M.
le candidat Paul Biya leur a proposé, tout simplement. Et comment comprendre, monsieur le ministre, que depuis la proclamation de ces résultats, chaque jour presque, on assiste à des assassinats dans ces régions? Non, il ne faut pas... Il y a une faction, il ne faut pas... Il y a une faction des Ambazoniens qui a promis terroriser la population si Paul Biya continue à rester au pouvoir, et nous décomptons plusieurs morts, notamment au rang alors, de nos là, forces de défense ça devient et de une question sécurité. personnelle, alors. Ça devient une question personnelle si M. Biya reste au pouvoir. Nous vous posons la M. question. Biya est porteur d'un programme politique qu'il va implémenter. Et qui implique le nord-ouest et le sud. Et qui implique effectivement le nord-ouest et le sud-ouest. Et si les populations l'ont voté comme disent les résultats, ça veut dire que... Je rappelle qu'il s'agit bien des résultats. Oui, mais je ne connais pas les résultats officieux. Si vous nous les connaissez, on n'a pas voulu nous les donner pour qu'il y ait contradiction. Le tribunal a attendu et personne n'est venu contredire. Alors, il ne faut pas insinuer une notion de résultats officiels et de résultats non officiels. Les résultats sont là. Le président Paul Biya a prêté serment. On doit maintenant avancer. On doit aller vers la réalisation. Et non faire des faux procès, des fausses insinuations, juste pour entretenir et continuer donc ce que vous êtes en train de faire, comme plusieurs d'entre vous dans la presse, et je le dis en conviction, vous êtes en train de nourrir, d'alimenter cette manipulation qui a créé... Nous ne invité pour la cause. Pardon? Nous ne pouvons pas alimenter la manipulation et vous convoyer à nos programmes. Non, il faut seulement observer la façon dont vous posez vos questions. Certaines de vos questions contiennent leurs réponses. Monsieur Wona, vous avez été journaliste. Non, je n'ai pas été journaliste. Vous avez été directeur de publication. Vous avez une idée. Nos questions ne sont-elles pas journalistiques? Elles sont journalistiques. Mais je dis tout simplement que vous avez l'intention de continuer à alimenter la manipulation de M. Issa Chiroma. Non, du tout. Nous voulons édifier les Camerounais, mieux comprendre ce qui s'est passé. Et effectivement, lorsque nous faisons nos interviews, plusieurs sont édifiés et comprennent d'autres choses qui jusqu'ici semblaient abstraites ou alors mal comprises. Et c'est la raison donc de votre invitation. Nous allons prendre une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de Sans Tabou. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bel et bien sur Naya TV, votre émission Sans Tabou avec comme invité Grégoire Wona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Il est par ailleurs ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Monsieur Wona, sur la question, le climat sociopolitique, comme je le disais il y a un instant, est assez tendu avec ces manifestations, casses et autres que nous avons
enregistré il y a quelques jours, même la sécurité sociale dont vous avez le portefeuille semble menacée. Comment on sort de cette crise? D'abord, je dois dire que il n'y a pas de miracle pour sortir de cette crise de désordre. Nous devons tous accepter d'abord de respecter la loi. Ça, c'est vraiment... Nous devons tous les Camerounais doivent respecter la loi. Les Soyez élections... plus explicite. Je vais être plus explicite. Les élections ont eu lieu. Les candidats avaient la possibilité de se pourvoir au contentieux. Le contentieux a eu lieu. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, a pris les décisions. Les résultats ont été proclamés. Le ministre Kamto nous a appris, dans sa position d'expert en loi, que les décisions du Conseil constitutionnel ne se discutent pas. Elles s'appliquent. Monsieur Chirouma, à l'époque où il était ministre de la Communication, nous l'a répété un certain nombre de fois. Aujourd'hui, les résultats ont été proclamés. Le président Paul Biya a prêté serment. Il a annoncé son programme. Nous devons nous mettre au travail. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes dans un pays de droit. Nous devons respecter les règles et les lois. C'est par là que tout va commencer. Alors, vous dites la sécurité sociale est menacée. La sécurité sociale est menacée, probablement, mais pour le moment, nous n'avons véritablement pas de signes de menace, mais notre économie est menacée parce que lorsqu'on commence à aller brûler les pneus dans les rues s'abîment. Lorsqu'on va brûler les édifices publics, il faut les reconstruire. Lorsqu'on va tuer les gens, on ne peut plus leur donner la vie, mais les familles entrent dans une détresse qu'on ne peut pas souvent imaginer. Parfois, la personne qui meurt, elle est peut-être chef de famille, elle est peut-être l'espoir d'une famille parce que c'est un jeune qui est brillant, qui fait des bonnes études. Donc, tout ça aura des répercussions dans l'économie du Cameroun. Et vous, qui êtes le ministre de la Sécurité sociale, comment vous réglez ces questions? On ne les règle pas par une baguette magique. On les règle en se mettant d'abord au travail. Première chose, on se met au travail. Quand vous empêchez un bus de circuler, c'est plusieurs emplois. Et moi, j'ai suivi comment les gens se plaignent, mais on a inoculé la terreur pour que les gens arrêtent de travailler. Alors, nous avons rencontré les associations professionnelles, nous avons rencontré des syndicats pour les exhorter à faire en sorte que les gens sortent de la peur qui est justifiée. La peur n'est pas un sentiment très positif, mais la peur n'est pas un sentiment qu'on peut toujours contrôler. Mais ce n'est pas parce que les gens ne sont pas sortis travailler qu'on va conclure qu'ils ont adhéré aux mots d'ordre qui sont lancés. Pas du tout. Mais les gens ont leur patrimoine qu'ils veulent sauvegarder. Ils préfèrent souffrir quelques jours pour pouvoir venir. Mais nous invitons, nous d'abord, les associations, à faire en sorte que les gens n'aient pas peur. Nous invitons les citoyens à s'organiser. Les forces de l'ordre sont au travail. Les forces de l'ordre, les forces de maintien de l'ordre sont au travail. Elles essaient de faire leur travail. Nous, en tant que porteurs
du dialogue social fondamental au gouvernement, nous avons déjà lancé des mots d'ordre. Nous avons rencontré les responsables syndicaux pour que le climat puisse s'assainir rapidement. C'est un danger pour tout le monde de continuer à cultiver la peur et la terreur même parfois. Vous présidez justement le Comité national pour le dialogue social. Oui. Et il y a plusieurs informations qui remontent à votre niveau sur le climat qui règne de part et d'autre sur l'ensemble du territoire national. Les Camerounais sont assez pacifiques, ils sont assez résilients. Est-ce qu'aujourd'hui, si on en arrive là, parce que les dégâts, on semble les minimiser, sont déjà énormes, on ne souhaite pas que d'abord, ces moi, dégâts, je ne les minimise se pas. poursuivent davantage. Merci beaucoup. Je ne les minimise pas. J'ai même écrit que j'ai même fait un post à l'intention de M. Issa Chiroma en lui demandant de regarder les dégâts qu'il a déjà causés. Parce qu'il est le principal initiateur. Justement, est-ce que cette frustration ne va pas au-delà de la personne? Mais on ne se fait pas justice. Même s'il a de la frustration, il ne se fait pas justice. On lui a donné l'occasion d'aller en justice. Il n'est pas allé. Il ne peut pas en vouloir au monde entier. Il semblait savoir qu'il n'obtiendrait pas gain de cause. Non, ça n'existe pas. Il ne peut pas se faire justice, donc il prend lui prend déjà la décision sans même aller se plaindre. Il devait prouver qu'il a gagné les élections. C'était ça le problème. Au-delà donc de la personne de Issa Chiroma, il y a quand même ce sentiment général de frustration. Mais le sentiment de frustration a été évoqué au plus haut niveau. Je suppose que vous avez écouté le discours du président de la République lors de l'investiture. Bien évidemment. Alors, une fois que le président de la République a parlé des frustrations, ça entraîne tout de suite qu'on prenne aussi des mesures pour voir ce qu'on doit faire par rapport à ces frustrations. Et on a commencé à le faire. J'ai entendu il y a quelques jours, dès le lendemain d'ailleurs de la prestation de serment, comment ça bougeait au ministère de l'enseignement supérieur par rapport aux réformes qui doivent... À la réouverture du cycle doctoral, par exemple. Bon, il y a des gens qui commencent à dire, est-ce qu'on développe un pays avec des docteurs? Mais si qu'on développe un pays avec des cerveaux, c'est des grands cerveaux qui inventent, c'est des grands cerveaux qui créent. Ils sont plus de 2000 docteurs qui sont en chômage au Cameroun, monsieur le ministre du Travail. Mais s'ils sont au chômage, vous avez aussi vu les nouvelles orientations depuis quelques années de l'université au Cameroun. Ce n'est pas de créer des gens qui font de la théorie, mais c'est des gens qui doivent être des professionnels. Ça veut dire que la question de la formation revient sur la table. Mais forcément. Forcément. Aujourd'hui, on est dans le système un étudiant, un emploi. Est-ce à dire que le système de formation a échoué? Il n'a pas échoué. Il a évolué. Parce que les problèmes du Cameroun, qui avait 5-6 millions d'habitants, ne sont pas les problèmes du Cameroun qui a 30 millions d'habitants. Donc, on avance, on évolue. Le gouvernement qui implémente la politique nationale du président est donc chargé aussi de faire des propositions, de l'implémenter. Non, le gouvernement ne se contente pas aujourd'hui de faire des propositions. Il implémente des actions concrètes. Et il est en train de le faire. Le sous-emploi est toujours assez élevé. Vous pouvez me donner un pays où il n'y a pas de chômage? Je parle du sous-emploi. Vous entrez dans la... Vous voulez créer une polémique... Nous sommes face à la personne compétente au niveau national, face au ministre du Travail. Oui, mais ça ne sert à rien de créer donc cette polémique-là. Édifier les Camerounais, monsieur. Moi, je vous parle ce n'est pas parce que quelqu'un a un doctorat que
il y a un poste qui l'attend. Hein. On n'est plus dans ce Cameroun-là. On est dans un Cameroun où les cerveaux réfléchissent, les cerveaux créent, les cerveaux inventent. Et c'est ce que le président dit aux jeunes en leur disant il faut oser, il faut viser les opportunités qui se présentent. Et ces opportunités, ce n'est pas d'abandonner un certain nombre de secteurs que les jeunes ont par exemple tourné le dos à l'agriculture. Or, regardez les grandes nations du monde aujourd'hui. Ils vous diront qu'ils n'ont pas accès aux terres. C'est trop facile de trouver des raisons. Nous, au Cameroun, on pense que quand on a déjà expliqué une chose, le problème est réglé. Non. La terre est là et on a accès à la terre. C'est compliqué peut-être, mais la terre est là. Si c'est le principal motif, ils n'ont pas raison, ceux qui disent ça. Qu'est-ce qu'ils font, monsieur le ministre? Ils disent être limités, ils disent faire face aux procédures de part et d'autre. Il y a la loi sur le foncier, c'est vrai que vous n'êtes pas le ministre en charge. Mais la loi sur le foncier n'interdit pas aux jeunes de cultiver la terre. Et une fois qu'on a pu accéder à la terre, il faut des moyens, monsieur le ministre. Est-ce que pour cultiver la terre, je dois nécessairement en être propriétaire? Je dis non. Non. On peut vous comprenez? À la location. Donc ce n'est pas la terre qui pose problème. C'est d'abord nous-mêmes dans notre tête. Qu'est-ce que nous voulons faire de nous-mêmes, de notre avenir? Je ne suis pas obligé d'être propriétaire pour produire sur une terre. La question est d'autant plus pertinente et des Camerounais qui sont dans la diaspora vont peut-être y pencher attentivement l'oreille, monsieur le ministre. Nous avons plusieurs de nos concitoyens qui sont de la diaspora et qui se disent découragés quant aux investissements, y compris dans le secteur agricole au Cameroun, à cause des lourdeurs, des lenteurs, des pesanteurs et bien d'autres encore, et qui préfèrent aller investir ou en Côte d'Ivoire, ou au Congo, ou dans d'autres pays, en dénonçant ce système de gouvernance. Je veux dire que je suis d'accord avec la diaspora qui pense qu'il y a des lourdeurs et il y a des procédures. Je suis d'accord avec eux, mais nous devons, nous au gouvernement, améliorer ces schémas. Nous devons l'améliorer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne peut être approuvé par personne. Ça commence à des niveaux très simples où vous voulez rencontrer un directeur, vous voulez rencontrer un ministre, il vous fait attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, même quand vous avez pris rendez-vous. Tout ça, c'est des frustrations que nous devons bannir. Maintenant, si on passe ce cap, on peut conseiller cette diaspora. Nombreuses est cette diaspora qui investit au Cameroun depuis quelques années. Depuis 5-6 ans, il y a eu... Le forum de la diaspora camerounaise. Oui, un grand forum de la diaspora. Beaucoup de choses sont en train de s'améliorer. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on reste fixe sur les schémas d'avant. Moi, je peux vous dire, quand j'arrive au ministère du Travail, pour obtenir une médaille d'honneur du travail, il y a des gens qui attendaient 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, on a ramené cela à 6 semaines maximum. Et si, au bout de 6 semaines, vous n'avez pas eu votre dossier, on a créé une box pour que les gens se plaignent. Pour obtenir, par exemple, un agrément du ministère pour la médecine du travail, c'était 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, c'est 8 semaines maximum. Alors, les choses sont en train d'évoluer. Mais on reste toujours dans les schémas d'autrefois. Il y a des procédures. Mais il y a des procédures qui évoluent. Et si des lenteurs comme ça existent, nous devons tous les dénoncer. Je vais vous dire une chose, c'est que
Le Camerounais, souvent, se fait violence. Vous venez demander un service dans un ministère, vous êtes un usager. Parfois, vous venez et vous vous comportez comme si vous demandiez une faveur. Or, l'usager vient exercer ses droits. Le ministère est à son service. Le ministère est à son service. Alors, est-ce que nous nous comportons comme des ayants droit? C'est une question importante. Est-ce que nous nous comportons comme des ayants droit? Quand je m'en vais dans un service public, je dois exiger. Parce que d'abord, moi-même, je dois être en règle et je ne m'en vais pas pour demander des faveurs. Donc, nous devenons complices de toutes ces choses qui se passent et qui vont mal. Et dont nous nous plaignons et que nous mettons toujours à la tête de Paul Biya. C'est Paul. Non, c'est pas lui qui va venir dans tous les ministères. On a des chefs de bureau, des directeurs, des secrétaires généraux, des ministres qui sont là pour servir. Donc je pense que les messages qui nous sont envoyés par les électeurs sont des messages qu'on comprend et qui vont progressivement, parce que nous sortons de très loin, c'est ce que vous ne savez pas. Nous sortons d'une administration coloniale et nous avons gardé certains réflexes qui ne vont pas partir du jour au lendemain. Ça peut demander des générations pour certaines choses. Ça peut demander des générations. Mais il faut que d'un côté, les usagers se comportent comme des ayants droit et que ceux qui sont au service des usagers se comportent comme des gens qui sont vraiment là pour rendre service. Sortons de la sécurité sociale par cette autre question, Monsieur Oona. Beaucoup de travailleurs se plaignent que malgré l'évolution du temps, malgré les subventions et autres que l'État accorde à certains responsables d'entreprises, il y a toujours la question de la sécurité sociale qui n'est pas réglée. Beaucoup de Camerounais, par milliers, travaillent sans contrat de travail. Ils n'ont toujours pas de sécurité sociale. Qu'est-ce que vous, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, vous faites aujourd'hui pour améliorer ce climat qui jusqu'ici ne sécurise pas les Camerounais? D'abord, le président Paul Biya a pris l'option de faire une sécurité sociale au Cameroun pour le plus grand nombre possible de Camerounais, qu'ils travaillent ou pas. On a commencé par les travailleurs. Tous les travailleurs sont normalement affiliés à un système de sécurité sociale que gère soit le ministère des Finances pour les fonctionnaires et les agents de l'État, soit la CNPS pour les travailleurs du secteur privé. Et c'est un régime contributif, c'est-à-dire que tous les mois, on vous prend une petite cotisation et cet argent génère de l'argent à travers la CNPS et peut couvrir les dépenses liées à la sécurité sociale. Mais le président Biya veut aller plus loin en disant il y a des gens qui ne travaillent pas dans une entreprise, qui ne travaillent pas à la fonction publique, Qui sont entrepreneurs. Qui sont des entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est déjà une entreprise dont elle a employeur, dont elle a des employés qui doivent cotiser. Mais le président Biya a autorisé, et c'est déjà en marche depuis 4-5 ans, l'assurance volontaire. Comment ça fonctionne? Je vous donne un schéma rapide et global. L'assurance volontaire, c'est que vous alliez vous-même, vous êtes un débrouillard, disons ça comme ça,
le gars qui est vendeur à la sauvette, il sait que tous les jours, je ne gagne que 1000 francs. Donc j'ai 30 000 francs par mois. Il va à la CNPS, il se dit, j'ai 30 000 francs tous les mois. Vous me définissez une cotisation, soit par mois, soit par trimestre. Le jour où je suis malade, où je ne peux pas travailler, qu'est-ce qu'on va me payer? Le jour où j'ai un accident, une moto qui me cogne en route, je ne peux pas travailler, comment faire? On a défini une assurance volontaire qui fonctionne, qui a déjà pris en compte près de 400 000 Camerounais et qui fonctionne. Bon, le problème, c'est que beaucoup de Camerounais ne savent pas souvent quelle est leur source de revenus régulière et nous avons constaté un petit ralentissement. Parce que c'est une assurance qui doit s'adresser pas seulement aux débrouillards que vous voyez en ville, mais peut s'adresser aux paysans. Le paysan sait que j'ai ma plantation de cacao, j'ai 1 tonne par an, j'ai tant de revenus, et ainsi de suite. Et qu'en est-il de ceux qui sont employés dans les entreprises? Alors, ceux qui sont employés dans les... Il y a quand même l'obligation pour l'employeur il y a une obligation. Oui, mais ce n'est toujours pas le cas. Si, l'obligation est là. Mais les gens n'appliquent pas. Et vous ne dites rien, vous êtes le gendarme. Attendez, nous sommes le gendarme et nous disons et nous faisons. Mais si il nous est signalé qu'il y a des employés, et pas seulement quand il nous est signalé, parce que nous faisons des contrôles inopinés, il y a des inspections qui se passent. Donc quand il y a des inspections qui se passent, ces gens, ils sont lourdement pénalisés et ils ont obligation de souscrire à la CNPS. Mais ce qui se passe, c'est que l'employé qui subit ça ne dénonce pas. Parfois, il a peur d'être licencié. Justement, c'est la raison qu'on donne, encore une fois, la peur. La peur est un mauvais sentiment, un sentiment très négatif. Nous avons mis en place à la CNPS, l'employé peut vérifier à travers un écran que son employeur cotise régulièrement pour lui. L'employé peut dénoncer que l'employeur ne cotise pas pour lui. Donc, normalement, ce problème que vous soumettez est réglé aujourd'hui. Mais il y a une autre catégorie. Il y a une autre catégorie, c'est les employeurs qui prennent les cotisations des employés, ils mettent la clé sous le paillasson, ils s'en vont. Et là, on a déjà aussi trouvé une autre pichenette. On va travailler en collaboration avec les services de la police pour qu'un patron sorte du Cameroun, il faut qu'il ne figure pas dans la liste des employeurs qui ne sont pas affiliés. Parce qu'il y a des sociétés qui ont fermé, les gars sont partis, et c'est l'État aujourd'hui qui assume cette responsabilité. Merci pour ces précisions. Revenons, Grégoire Ona, sur le terrain politique. Le président Paul Biya a convoqué les collèges électoraux le 30 novembre 2025 pour procéder aux élections des conseillers régionaux. Le RDPC en fait partie avec ses milliers de conseillers municipaux qui servent donc d'électeurs dans un climat aussi tendu que le nôtre à l'issue de la présidentielle. Fallait-il absolument tenir ces régionales? Voyez-vous, je vous ai dit... Certains acteurs politiques ont demandé une prorogation. L'une des premières choses qu'il faut faire dans un pays qui se veut démocratique, c'est le respect des lois. Là, ça c'est primordial. Alors, les conseillers régionaux sont élus tous les 5 ans. Quand arrive le terme, il faut faire l'élection.
Je rappelle que pour leur cas, il n'y a pas possibilité prorogation de mandat. Il ne s'agit pas de dire est-ce qu'il fallait absolument convoquer le corps électoral compte tenu de l'ambiance. Non. Il s'agit de respecter d'abord la loi. Et rien ne s'opposant à ce que... Parce que s'il y avait une catastrophe naturelle, par exemple, on peut ne pas aller aux élections. Mais qu'est-ce qui empêche de renouveler les conseillers régionaux? Vous savez bien que ceux qui sont en place, ils veulent bien renouveler leur mandat, mais il y en a aussi d'autres qui veulent entrer. Et aujourd'hui, c'est le RDPC qui contrôle la majorité des conseils régionaux, mais d'autres partis politiques veulent venir. Donc, le climat, rien ne s'oppose à ce que ces élections se tiennent. Après donc ces régionales, il est prévu en principe pour février-mars prochain la tenue des législatives et municipales. Lorsqu'on se fie au climat observé lors de l'élection présidentielle, on dirait que le RDPC aura fort à faire sur le terrain. Est-ce que vous avez les mêmes paramètres, les mêmes données que nous? Moi, je ne connais pas vos paramètres. Nos paramètres font état de ce que les législatives et municipales seront très difficiles pour le RDPC, contrairement Je voudrais que vous sachiez qu'aucune élection n'a jamais été facile pour le RDPC. Et c'est pour ça que le RDPC, chaque fois, au lendemain d'une élection, se remet au travail. Quand vous avez 152 députés sur 180, 312 maires sur 360, c'est pas aussi compliqué. Ce n'est pas les chiffres des acquis qui font gagner les prochaines élections. Pour nous, une élection est une nouvelle élection. Donc, en ce qui concerne les futures élections, nous les préparons, nous tenons compte de tous les paramètres que nous avons. Je vous ai parlé de notre baisse à l'élection présidentielle. C'est à nous de décrypter les messages que les électeurs nous ont envoyés et c'est à nous de travailler en conséquence. Et moi, je vous dis, nous travaillons déjà pour être meilleurs et nous voulons gagner encore plus. Donc vous comptez aller de 152 députés à 180, pourquoi pas? Nous n'avons pas de limite. Hein. Il y a 180 places. Si vous avez les 180, ça vous arrange? Ça ne nous dérange pas. Ce serait démocratique. Ah, écoutez, c'est les électeurs qui décident. C'est les électeurs. Il ne faut pas leur enlever. Et si ces électeurs vous sanctionnaient, vous prendriez acte aux Camerounais le pouvoir qu'ils ont. S'ils décident qu'ils nous donnent 180 sièges, et s'ils décident de vous les retirer, on se vous plie. prenez acte. On prend acte. Nous sortons par là, monsieur Vous savez Ouna. que l'opposition, ce n'est pas une case réservée. Hein. Un jour, le RDPC peut aussi être dans l'opposition. Voilà. Comme c'est le cas dans le département du Noun. Le Noun qui a 6 mairies sur 9 contrôlées par l'UDC. Vous voyez qu'on vit quand même bien dans le Noun. Hein. Ça ne nous empêche pas de vivre dans le Noun. Merci beaucoup. Dernière question, monsieur Ouna. Le nouveau mandat du président Paul Biya est donc sur le rail. Comment réconcilier les Camerounais? On a évoqué ces frustrations soulevées par le président lui-même lors de sa prestation de serment le 6 novembre dernier. Comment on amène les Camerounais à faire davantage confiance à ses dirigeants? Moi, je pense que d'abord, le président a gardé déjà la confiance des Camerounais par le score qu'il a eu. La grande majorité des Camerounais lui ont fait confiance. Le travail qu'il va faire aujourd'hui va permettre non seulement de maintenir cette confiance que les Camerounais lui ont faite, mais d'améliorer encore plus. Donc je crois que c'est par le travail que le président de la République va faire avec toutes ses équipes que le peuple camerounais va juger.
ce n'est que par le travail, donc par les actes qu'il va poser. Une petite confidence, lorsque nous préparions cette émission et lorsqu'on calait le jour, vous avez été prudent en disant « si ce jour-là je suis encore à mon poste ». Il y a des rumeurs qui courent sur un éventuel réaménagement ou un éventuel remaniement ministériel. Si M. Orona est appelé à quitter le gouvernement, s'il n'est pas nommé à un autre poste, s'il n'est pas maintenu ministre du Travail et de la Sécurité sociale, poursuivra-t-il son combat aux côtés du président Paul Biya dans le RDPC? D'abord, je suis essentiellement remaniable. Et je vis cette réalité, j'allais dire au jour le jour, depuis des années. C'est-à-dire, je n'ai jamais rêvé un jour que je serais ministre. Jamais. Vraiment. Je n'y avais jamais pensé. J'ai été très surpris le jour où le président m'a fait l'honneur de m'inviter au gouvernement. Certainement parce que j'étais dans le secteur privé. Et j'en profite pour dire aujourd'hui que je me rends compte que nous avons besoin d'une petite dose, au moins, de gens qui viennent du privé dans les affaires de l'État. Comment? Pourquoi? Et si je ne suis plus ministre, je suis à un âge où on peut continuer encore à travailler, parce que ce qui m'a motivé, ce qui a motivé mon entrée au RDPC, parce que j'étais quand même militant quand on me nomme ministre, ce qui a motivé, c'est la voie que le président Biya a tracée. C'est une voie qui pour moi était la meilleure. Et c'est une voie qui aujourd'hui pour moi reste la meilleure. Ça veut dire donc que ministre, pas ministre, je vais continuer à travailler pour que cette voie reste la voie pérenne pour notre pays, le Cameroun. Grégoire Orona, merci. C'est moi qui vous remercie de vous intéresser à nos affaires. Et je voudrais profiter, si vous permettez, pour dire aux Camerounais que notre pays n'est pas un pays d'emploi. C'est le seul pays que nous avons. Nous n'avons aucun intérêt à le détruire. Et j'en veux un peu à mon camarade au gouvernement, Issa Chirouma, mon copain à Douala à l'époque, où nous ne rêvions peut-être même pas ni l'un ni l'autre de nous retrouver au gouvernement. Je crois je voudrais lui dire ici que ça suffit ce qu'il fait, qu'il arrête et qu'on poursuive la construction du pays. S'il décide d'arrêter, vous plaiderez pour qu'il ne soit pas emprisonné, comme votre collègue à Tangandi l'a dit, politiquement. Plaider qu'il ne soit pas emprisonné, est-ce qu'il est question qu'il soit emprisonné? Le ministre de l'administration territoriale l'a réitéré. Mais nous sommes dans un état de droit. S'il y a des choses qui pèsent sur lui, il va en répondre. Mais le pardon aussi existe, hein, même en politique. Vous prêcherez pour quelle option? Justice, pardon? Alors, il faut toujours que les gens s'expliquent d'abord avant de savoir si on doit pardonner ou pas. Je pense que quand les gens se sont expliqués, et s'ils demandent pardon, on peut en connaissance de cause. Mais vous pouvez vérifier, je me suis permis de répondre à des messages qu'il a envoyés dès le lendemain. Vous verrez que j'ai été assez courtois, assez poli pour lui dire d'arrêter sa plaisanterie. Si c'est une plaisanterie, elle est de très très mauvais goût. Et on en est arrivé à des morts.
Et quand je vous dis qu'il y a des enfants de 13 à 16 ans là-dedans, on arrive à une aberration. Donc, n'allons pas plus vite que la musique. Il a demandé 48 heures pour libérer les prisonniers. Mais il est qui pour donner 48 heures à un gouvernement en place? Il sait bien, j'ai entendu dire qu'il y a plus d'un millier de personnes qui ont été arrêtées. Mais les interrogatoires ne se passent pas en 5 minutes. Les services de sécurité doivent savoir qui a fait quoi dans tout ça. On ne va pas on va pas libérer les gens parce que M. Chiroum a demandé libérer les gens dans 48 heures. S'il veut mettre le feu au Cameroun, qu'il mette le feu, mais ce feu va le brûler quel que soit l'endroit où il se trouve. Vous n'avez pas peur de ce type de déclaration et de ce genre d'ultimatum? Mais pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Mais j'ai dit, s'il veut mettre le feu au Cameroun, ce feu va le brûler lui-même. Il va nous brûler tous, mais il va aussi aller le brûler là où il se trouve. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'était Grégoire Onassu Sans Tabou, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt sur Naya TV. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.